l'AFP. On va accueillir Clémentine Autain qui nous rejoint. Bonsoir Clémentine Autain, je vous laisse prendre part autour de la table, députée écologiste et sociale de la Seine-Saint-Denis, cofondatrice du mouvement L'Après. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait Bonsoir. longtemps qu'on vous avait plus vu dans les médias. Oui. On est ravis vraiment de vous accueillir ce soir. Quand vous entendez Emmanuel Macron nous dire ce soir, voilà, il faut, à vous, parti politique, il faut changer de méthode, il faut bâtir des compromis nouveaux. Est-ce que vous lui répondez ce soir, ok, tentons, essayons, pourquoi pas? Alors il ne vous interpelle pas vous directement, mais il interpelle en tout cas les socialistes. Est-ce que vous dites à vos collègues socialistes, bah allez-y, il faut essayer le tout pour essayer de sortir de cette impasse? J'ai écouté Emmanuel Macron et j'avoue que je n'ai pas envie de commenter ce qu'il a dit. J'ai plutôt envie de lui adresser un message, de lui parler et de lui dire cette chose simple. Revenez à la raison. Revenez à la raison parce que c'est vous qui avez fait le choix de dissoudre l'Assemblée nationale après les élections européennes qui vous ont lourdement sanctionné. C'est vous qui avez décidé ensuite de nommer Michel Barnier, qui est membre de LR, qui a fait 5% aux élections et qui n'a même pas fait partie du Front républicain. Message essentiel envoyé par les Français le 7 juillet. C'est vous qui ensuite avez décidé, avec Michel Barnier, d'imposer le budget et de faire le 49.3. Donc vous êtes responsable de la situation intenable dans laquelle nous sommes. Vous dites qu'il est dans le déni ce soir. Vous êtes responsable de la motion de censure. Donc, je le redis à Emmanuel Macron, je vous le redis, je le lui redis, revenez à la raison. Mais une fois que ça s'est dit, on fait quoi maintenant? Précisément, je ne lui dis pas seulement revenez à la raison, je lui dis aussi, le nouveau Front populaire est arrivé en tête le 7 juillet, donc vous devez nommer une personnalité, un Premier ministre, une Première ministre qui est issue de la coalition arrivée en tête le 7 juillet. C'est la solution, elle est là. Nous voulons gouverner, nous sommes prêts à gouverner. Mais c'est vous qui dites ça. Et nous devrions déjà gouverner. Est-ce que vous êtes sûr que les socialistes vont dire la même chose? Est-ce que vous êtes sûr que les socialistes, parce que, encore une fois, Christophe le disait tout à l'heure, en fait, Emmanuel Macron n'a fait que pousser la porte qui a été ouverte par Boris Vallaud, qui a parlé d'un pacte de non-agression. Olivier Faure lui-même disait, de toute façon, à un moment donné, même à gauche, il va falloir qu'on fasse aussi des compromis pour sortir de cette situation de blocage. Donc on voit bien que c'est en train de bouger du côté des socialistes. Écoutez, moi, je ne suis pas venue pour commenter ce que font les uns et les autres, vous avez bien compris. Non, mais vous faites partie du même bloc Exactement. politique. Et moi, je suis très attachée au nouveau Front populaire. Et je vois d'ailleurs que depuis le départ, c'était le calcul d'Emmanuel Macron au moment où il a fait la dissolution. Son espoir, c'est qu'il y ait une explosion de l'union des gauches et des écologistes, puisqu'il a bien compris que face à l'extrême droite, c'est soit eux, soit nous. Et donc, le fait d'être rassemblés est essentiel dans le cadre de la tripolarisation du champ politique. Et vous dites aux socialistes, revenez à la maison. Justement, ce que je dis, c'est que nous, il y a deux écueils. Il y a un premier écueil qui serait de dire, au fond, circuler, il n'y a rien à voir. On ne va pas gouverner, nous n'avons pas de majorité absolue dans cet hémicycle, et donc ça ne nous concerne pas, la situation des Français ne nous concerne pas. Ce n'est pas mon point de vue, je pense que nous devons prendre nos responsabilités et que nous devons gouverner et que nous avons la légitimité pour le faire. Mais il y a un deuxième écueil, c'est d'imaginer qu'on pourrait bricoler un gouvernement avec ceux qui étaient hier encore nos adversaires politiques, que nous avons combattus farouchement, et qu'on pourrait imaginer une cohérence politique. Or, la cohérence politique pour gouverner, elle est importante dès lors que nous sommes capables ensuite d'aller chercher des majorités, projet par projet, dans l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il faut sortir du 49.3, mais qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites concrètement? Telle qu'elle est, c'est un fait. J'entends, mais qu'est-ce que vous dites concrètement aux socialistes? Si demain ils acceptent de participer à ce gouvernement d'intérêt général sans vous, sans les autres forces du NFP, ce sera la rupture? Non, mais écoutez, on a l'impression. C'est ce que disait Albert Einstein. Cette phrase, je pense à cette phrase depuis que j'ai entendu Emmanuel Macron. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de penser atteindre un résultat différent. Voyez, donc ça ne va pas marcher. Ce qu'il nous annonce, c'est au fond, on va faire un jeu, voyez, un jeu de rôle. Oui, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Voilà. Est-ce que ce sera la rupture avec les socialistes? Si quoi? C'est ce que je vous dis. Si les socialistes acceptent de participer à ce gouvernement d'intérêt général, est-ce que ce sera la rupture avec le NFP? Sur quelle base politique? Moi, ce qui m'intéresse, je vais vous dire. Ben oui, mais je vais répondre à votre question. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quel est le projet politique. On parle beaucoup ce soir de qui? On parle beaucoup de mots qui ne disent pas grand-chose. Socle commun, intérêt général. Ça veut dire quoi? C'est du blabla.
Je veux dire, ou alors on prend au sérieux l'intérêt général. Et l'intérêt général, moi je vais vous dire, l'intérêt général, c'est pas l'intérêt du capital. L'intérêt général, c'est certainement pas la destruction des services publics ou encore l'inaction climatique. L'intérêt général, c'est encore moins le mépris des Français et le mépris du Parlement, comme le fait le président de la République. Les mots finissent par ne plus avoir. Il y a une chose qui peut peut-être vous différencier des socialistes, c'est que les socialistes sont pas tous, en tous les cas, favorables à la démission du gouvernement. Sinon à sa destitution, d'ailleurs, comme elle est réclamée par le reste du président de la République, par le reste de ce bloc de gauche. Le reste du bloc de gauche, il est derrière Jean-Luc Mélenchon et il dit démission ou destitution même du président de la République. Mais il y en a certains aujourd'hui au Parti socialiste qui ne sont plus sur cette ligne-là, qui ne partagent pas cette idée. J'entends bien, monsieur Tréhard. Donc qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Voilà, j'entends bien, monsieur Tréhard, et vous n'êtes pas le seul, et je comprends, d'essayer de voir à chaque fois ce qui va coincer entre les uns et les autres. Non, c'est une question, je fais mon métier. Et on est, bien sûr, j'entends, et on est différents dans le nouveau Front populaire, et je vous dis le double écueil. Donc moi, je suis inquiète de la situation, et je veux appeler chacune à chacun à bien mesurer ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de dire. Mais il faut rappeler à celles et ceux qui nous regardent ce que nous ferions au gouvernement. Et moi, je voudrais qu'on parle de ce pourquoi nous voulons gouverner et comment nous le ferions. Nous avons posé, avec le groupe auquel j'appartiens, qui est un groupe d'ailleurs très divers, 11 mesures. Ah justement, on va les voir, ces 11 mesures qui vont s'afficher à l'antenne. Mais quand on les regarde, les 11 mesures, typiquement, on va les mettre à l'antenne. Si on les regarde dans le détail, ces 11 mesures, vous avez mettre à contribution les hyper riches, les grands groupes économiques, un grand plan de recrutement des enseignants, un plan d'urgence pour l'hôpital public, une réforme d'ampleur et de moyens dédiés contre les violences sexistes. Vous avez peut-être oublié la première, non? Une loi de programmation de l'abrogation de la réforme des retraites, effectivement, vous faites bien de le souligner, la fin des licenciements boursiers, un Grenelle de l'industrie, etc. Et j'en passe. Mais en fait, tout ça, c'est le programme du NFP. Je vois pas où le programme du nouveau Front populaire fait plus de 600 propositions. D'accord. Alors vous avez simplifié, vous êtes revenu aux mesures essentielles du programme du NFP. Si vous me permettez, je veux justement développer sur quelques-unes d'entre elles. L'abrogation de la réforme des retraites, ce sont les amis de M. Macron à l'Assemblée nationale qui ont refusé que nous ayons le vote là, il y a très peu de temps, puisque c'était dans la niche de la France insoumise. Et il y a eu cette bronca pour empêcher le vote. Or, non seulement 93% des actifs en France sont pour l'abrogation de cette loi, mais à l'Assemblée nationale, nous aurions eu une majorité pour le faire. Est-ce qu'on écoute la majorité de la représentation nationale ou est-ce qu'on s'assoit dessus? Je prends les nouvelles recettes. Les nouvelles recettes, on a eu un débat budgétaire. Et d'ailleurs, dans le débat budgétaire, nous avons gagné sur nos propositions d'amendement un certain nombre de choses pour mettre à contribution les hyper riches et les grands groupes économiques. Et vous le savez peut-être, mais en France, 79% des Français sont pour qu'on réinstaure un impôt sur la fortune. C'est le moment de le faire. L'industrie, un petit mot sur l'industrie. 150 000 emplois sont aujourd'hui en jeu. 150 000 emplois avec Auchan, avec Michelin, avec Emma France à Aulnay-sous-Bois, à côté de chez moi, par exemple. 150, on fait quoi? Nous proposons un Grenelle de l'industrie. Nous proposons d'arrêter aussi les licenciements boursiers, c'est-à-dire les entreprises qui font des profits, qui délocalisent et qui veulent pourtant licencier. Ce que je comprends et pour aller dans le sens de ce que dit Clémentine Autain, Bruno, c'est que quand on voit le programme qui est proposé aujourd'hui par Clémentine Autain, quand on voit le programme de la gauche, des socialistes qu'ils ont soutenus dans le cadre du NFP, on a du mal à imaginer demain comment il pourrait y avoir un gouvernement de macronistes avec des socialistes qui sont pour taxer les plus riches. Non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que vous parlez du quoi? Vous parlez du programme. Et c'est effectivement la question qui se pose, c'est comment faire pour mettre autour de la table à la fois des socialistes qui défendent les mêmes mesures que celles que vous nous présentez là, avec des macronistes qui justement ne veulent pas taxer les plus riches, ne veulent pas taxer les grandes entreprises. Avec les Républicains, on a du mal à imaginer sur quelle base, quel va être le dénominateur commun de toutes ces personnes-là, et sur la réforme des retraites, évidemment. Il y a sans doute des domaines où peut-être qu'il y a des rapprochements possibles, mais si on prend le premier point exposé par Madame Autain, c'est vrai que pour les macronistes, c'est compliqué de revenir sur la réforme des retraites. François Bayrou, qui n'était pas un partisan de toutes les mesures contenues dans la réforme des retraites, peut peut-être faire des avancées, mais pas sur le totem de l'âge de départ. Certainement, je ne crois pas en tous les cas. Et vous vous rendez compte du niveau de folie? Mais je ne sais pas si c'est un niveau de folie, mais c'est la situation politique. Imaginons que les macronistes disent « Bon, on a lu vos revendications,
bon, on n'est pas d'accord, mais on cherche un accord. On est d'accord sur certaines, d'autres non. On en a nous-mêmes à demander sur d'autres sujets, etc. Et puis, celle qui fait le plus problème, c'est la première, éventuellement. On va dire, bon, on va pas l'abroger, mais on va l'améliorer. Est-ce que dans ce cas-là, vous entrez en discussion ou alors vous dites, de toute façon, c'est à prendre ou à laisser, les 10 qui sont là, c'est comme ça? Non, c'est pas du tout la méthode que je propose. Ce que je propose, c'est de dire la coalition qui est arrivée en tête, on en revient aux élections. Non, mais sur le fond. Oui, mais je vous explique la méthode que je propose. Oui, mais la méthode, c'est pas le fond. Mais si, c'est précisément le fond. Le fond qui a été choisi par les électeurs. Oui, les électeurs ont placé la coalition Nouveau Front Populaire en tête. C'est pourquoi nous avons la légitimité à gouverner. Nous ne pouvons gouverner sans majorité absolue à l'Assemblée nationale qu'en écoutant ce qui peut être majoritaire dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. C'est ce que je suis en train de vous dire. Oui. Donc, soit, effectivement, on est enfermé dans l'hyper-présidentialisme. Oui, mais sur la retraite, Mme Autain, il y a le RN qui peut voter votre mesure. Est-ce que cette mesure serait ou non majoritaire à l'Assemblée nationale comme elle l'est dans le pays? Avec le RN, vous avez raison. Mais avec seulement le RN, pas les macronistes. Je ne vous parle pas d'une coalition avec les macronistes, je vous parle d'une coalition qui est celle du Nouveau Front Populaire, qui a sa cohérence. J'ai cité quelques mesures, je pourrais aussi vous parler... Oui, mais sans les voix du RN, vous ne ferez pas passer cette réforme. Les faire passer, vos mesures. Mais vous n'avez pas la majorité. Je suis en train de vous dire que nous pouvons, texte par texte, aller chercher des majorités. Y compris en vous alliant au Rassemblement national. Mais c'est pas une alliance. Je veux tout de suite arrêter tout le monde parce que sur ce point-là, il y a quelque chose qui dysfonctionne dans le débat public. Et d'ailleurs, je trouve même que ça dysfonctionne à un point qui est un point où on atteint une forme d'échéance morale dans le débat public et parmi les classes dominantes. Aller raconter à chaque fois qu'il y a les extrêmes, qu'il y aurait une union entre l'extrême gauche. Je n'ai pas parlé d'extrême. Je ne vous parle pas spécifiquement à vous, pardonnez-moi. Voilà, j'ai juste parlé d'une alliance avec le RN sur des textes. Je parle du débat public. Tout nous oppose à l'extrême droite et quiconque ici autour du plateau est bien placé pour le savoir. Vous le savez. Vous avez lu nos programmes, vous nous entendez, vous savez très bien que notre projet n'a rien à voir avec celui de l'extrême droite. Oui, mais, donc, non, mais dire qu'il y a des extrêmes, ça ne veut pas dire que c'est les mêmes. Oui. Non. Mais vous avez un objectif commun. Mais là, la question sur les retraites, c'est alors vous allez vous unir avec l'extrême droite. Vous avez un objectif commun. Il n'y a pas d'union avec l'extrême droite. C'est la question de Bruno Jeudi. Oui, mais ce n'est pas le sujet. Bon, voilà. Mais si on vous dit, on ne peut pas l'abroger, mais on peut l'améliorer, est-ce que vous êtes prêt à discuter? Écoutez, je vous propose une méthode, j'entends qu'elle ne rentre pas dans votre cadre. Elle ne rentre pas dans votre cadre. C'est exactement ce que vous venez de dire. On aura 10 points et on est prêt à chercher des majorités de projets. Donc il faut discuter. Alors. Oui, Laurent Geoffrin, je suis pour discuter, je suis pour le dialogue, y compris avec des macronistes. Donc vous êtes d'accord s'ils disent... Pas pour gouverner avec des macronistes. Ah, vous êtes pour le dialogue avec les macronistes? Mais je suis pour le dialogue dans l'Assemblée nationale pour trouver des majorités sur ce qui correspond à notre feuille de route et la raison pour laquelle j'ai été élue. Pour le dialogue avec tout le monde, y compris avec le RN, on l'a compris aussi sur la réforme des retraites. Non, je ne dialogue pas avec le Rassemblement national. C'est ce que vous venez de dire sur la réforme des retraites. Non, je ne dialogue pas avec le Rassemblement national, je combats de toutes mes forces le Rassemblement national. Donc me faites pas dire ce que je n'ai pas dit et arrêtons avec ça. Parce que là, ça devient très pénible. Sauf que... Alors attendez, il y a un brouillage. Ce que je veux juste dire, c'est qu'il y a un brouillage, qui est un brouillage des repères, qui est alimenté, y compris sur les plateaux. Est-ce qu'on peut revenir à quelque chose de simple? Les électeurs votent. Ils mettent une coalition. C'est juste pour essayer. Clémentine Autain, c'est juste pour essayer de comprendre la méthode. Pourquoi ne pas nous laisser notre chance de le faire? C'est juste, excusez-moi, pour essayer de comprendre la méthode, sachant que vous n'avez pas la majorité. Comment vous faites? Exactement. Donc il faut bâtir des compromis. Donc la question, c'est avec qui vous bâtissez des compromis. Et la question se portait sur la réforme des retraites. Il n'y a que le RN qui pourrait vous soutenir là-dessus. Mais ce que je trouve assez extraordinaire, c'est que cette question nous est posée à nous comme étant problématique et étant la démonstration. Oui, parce que vous voulez gouverner. Je peux terminer ma phrase? On va. Alors, je peux terminer ma phrase. Alors allez-y et après on va avancer. Allez-y. Parce que c'est exactement le raisonnement qui a eu lieu au moment des élections. Emmanuel Macron a dit: ils ne peuvent pas gouverner parce qu'ils n'auraient pas de majorité. 3 mois plus tard, qui n'a pas de majorité? Qui est censuré? Monsieur Barnier. Et que nous propose Monsieur Macron? C'est de recommencer. C'est-à-dire d'avoir le même type de coalition pour aller dans le même mur. C'est pour ça qu'on explore les possibilités d'élargir la majorité. Mais c'est pas élargir la majorité, c'est changer de cap. C'est donner la chance à une... Alors attendez, on va minoritaire, on va voir comme ça, il va discuter. Il est archi minoritaire.
pas lui, pas Macron, mais les autres partis qui sont majoritaires, ils sont... Mais il n'y a pas de parti majoritaire. Bon, on va justement. Alors attendez, on va avancer. Parce que vous voulez discuter avec personne. On va avancer un petit peu et on va évoquer la méthode. On va avancer un petit peu, s'il vous plaît, Laurent Geoffrin. Laurent Geoffrin, il y a des téléspectateurs. Il y a des téléspectateurs ce soir. Excusez-moi, Laurent, s'il vous plaît. On a des téléspectateurs ce soir qui nous regardent et qui sont amenés à poser des questions aux idéalistes et à vous aussi, Clémentine Autain. Et j'aimerais, je soulève juste une question de Lionel qui est présente à l'antenne depuis plusieurs minutes maintenant et j'aimerais vous l'adresser, Nora. Au lieu d'un gouvernement de parti, ne devrait-on pas nommer un gouvernement au service de la patrie? Oui, mais Lionel, en fait, il pose la question d'un gouvernement. Alors, est-ce qu'il faut y voir ça quand le président de la République parle d'un gouvernement d'intérêt général? Alors là-dedans, c'est effectivement pas très clair. Un gouvernement d'intérêt national, un gouvernement technique, un gouvernement susceptible de dépasser les clivages partisans. On en parle, en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On en parle depuis extrêmement longtemps. Et dans l'absolu, souvenez-vous, en 2017, à son arrivée au pouvoir, c'était ça qu'il nous avait vendu. Un gouvernement qui dépassait les clivages partisans, un gouvernement et de droite et de gauche, ou ni de droite ni de gauche, on savait pas trop, issu de la société civile, mais qui allait permettre de donner ce cap. Bon, on a bien vu que ça n'a pas fonctionné. Là-dedans, est-ce que, au même titre que ce qu'on est en train de voir ce soir, si vous allez chercher des personnalités, seront-elles capables de faire fi de leur couleur politique? Parce qu'à un moment, tout le monde, en fait, parle de quelque part. Faut arrêter avec cette idée qu'il y aurait des gens un peu hors sol, dans un espèce d'esprit gazeux, qui ne parlent de nulle part et qui sont en capacité... Enfin voilà, tout est une question politique. Pourquoi le budget a échoué? Parce qu'en fait, derrière, c'est éminemment politique. Quand le président de la République dit moi, le cap clair, c'est de manière très claire partir du réel, et Yves Tréhard en parlait tout à l'heure, et pas de fantasme ni de contre-vérité, mais il dit moi, je ne veux pas d'un gouvernement qui crée plus d'impôts. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une question éminemment politique. Donc là-dedans, Lionel fait bien en fait de poser la question, mais on voit bien que sur des questions extrêmement simples, comme est-ce qu'on crée d'autres impôts? Est-ce qu'on choisit plutôt de donner à l'école publique, à l'hôpital, ou plutôt aux espaces privés qui vont, je sais pas, permettre des meilleurs remboursements? Enfin, on a vraiment deux logiques qui sont pas les mêmes. Mais ça illustre la question de Lionel. Elle illustre une tendance qu'on retrouve chez les Français dans ce sondage ELAB qui est sorti aujourd'hui. La solution qui est plébiscitée par les Français, c'est celle d'un gouvernement technique. 66% des Français privilégient un gouvernement technique composé donc d'experts et non pas de partis politiques. Et il y a un autre chiffre qui est intéressant. Le spectacle politique est jugé navrant à 72% par les Français. Donc vous voyez bien qu'il y a une espèce de rejet de la classe politique à un moment donné. Mais bien sûr. Mais il n'y a personne qui est gagnant sur cette séquence. Donc est-ce qu'il ne faut pas changer la méthode? Est-ce qu'il ne faut pas changer la façon de faire? Et quand Emmanuel Macron propose, alors ce gouvernement, bon voilà, il l'appelle comme ça, gouvernement d'intérêt général, mais est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas se dire, bon bah écoutez, on va peut-être essayer, je sais pas, peut-être essayer d'oublier les appareils politiques, les partis politiques, de se mettre autour de la table, de faire des concessions, chacun, les uns les autres, et puis d'essayer d'avancer pour le bien, pour l'intérêt général. En fait, je trouve la manière dont vous présentez les choses et qui est effectivement la méthode Macron, ça fait 7 ans qu'on l'a. Ça fait 7 ans qu'on nous explique qu'on va sortir du clivage droite-gauche, qu'on va être au-dessus, à côté, en dessous. Et au final, il sert à quoi Emmanuel Macron? Il sert le capital, les intérêts du capital. Et vous avez une classe dirigeante... Donc c'est lui le problème. Oui, c'est un problème majeur. D'ailleurs, vous avez 2 tiers des Français qui n'en peuvent plus et qui veulent qu'ils s'en aillent. Je dirais que c'est... Bien sûr que c'est vrai. Mais il faut comprendre pourquoi il ne veut pas laisser la gauche gouverner. C'est pourquoi je suis très étonnée que Laurent Geoffrin soit si agressif à mon égard. Je ne suis pas agressif, c'est parce que je vous... Excusez-moi d'être agressif, d'avoir été, je retire, mais c'est parce que je vous pose 4 fois la question, mais vous n'avez pas répondu. Mais j'ai l'impression d'être assez clair sur la méthode que je propose. Bien sûr que c'est clair. La méthode que je propose, c'est de laisser la coalition arriver en tête, gouverner, et ensuite de discuter. Et ensuite de discuter. Est-ce qu'on nous a laissé faire ça? C'est ce que vous dites depuis 6 mois. Et alors on nous a laissé le faire? Alors attendez, Yves, avant de vous donner la parole... Donc rien ne changera, il n'y a pas de raison que ça change si vous avez toujours le même discours. Mais le problème, c'est pas nous. Le problème, c'est Emmanuel Macron. Le problème, c'est pas nous. Celui qui était responsable et qui n'accepte pas le résultat du 7 juillet, c'est pas nous, c'est Emmanuel Macron. Mais non, c'est Emmanuel Macron. Donc oui, on bouge. Le socle, et personne ne fait pas pour essayer de trouver une solution. Le socle que nous proposons avec mon groupe,
est un socle qui n'est pas, ce ne sont pas les 600 mesures. C'est pas tout le programme. Moi, je propose pas tout le programme, rien que le programme. Nous ne sommes pas majoritaires. Mais je dis qu'il y a un certain nombre de propositions sur lesquelles nous pourrions aller chercher une majorité. Et que c'est un déni Donc c'est un total gouvernement de démocratie. NFP et rien d'autre. Votre position ce soir, elle est claire. C'est un gouvernement NFP, sinon rien. Mais c'est pas. Sinon, il est censuré. C'est la légitimité. C'est la légitimité des urnes. Mais sinon, nous vous sommes la coalition pour gouverner. Oui, mais pour ensuite, gouverner. c'est aller chercher les majorités. Mais donc, sinon, vous le censurez. Si c'est pas un gouvernement NFP, vous le censurez. Mais c'est quoi l'autre gouvernement? C'est la. Non, mais je vous pose la question. Oui, mais moi, je vous pose la question. C'est quoi l'autre gouvernement? Mais si c'est un gouvernement qui n'est pas exclusivement NFP, vous le censurez. Mais c'est quoi? Je vous demande pour faire quoi? Quel est l'autre gouvernement pour mener quelle politique? Eh bien, écoutez, je reviens sur vous. Quand on aura cette réponse, je viendrai vous dire ce que je fais. Donc vous ne fermez pas la porte. Vous dites ça dépend. Proposition. D'accord. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est ça dépend. On verra quel gouvernement. Je ne dis pas ce soir, ce sera censure si ce n'est pas un gouvernement NFP. C'est ça que vous dites. Non. J'attends de voir. Ce que je suis en train de dire, et je ne sais pas sur quel ton il faut le dire, c'est de demander à Emmanuel Macron de respecter le résultat des urnes du 7 juillet et de ne pas être dans le déni du réel et de permettre que ça change et que le Parlement puisse faire son travail sans être soumis à des 49.3. Ce qui change, c'est peut-être l'engagement très clair que je donne là, que nous donnons, de dire nous ne gouvernerons pas avec le 49.3. Donc nous irons chercher des majorités. Après, les choses ont changé. Ça n'a pas l'air de vous convenir, j'entends bien, mais je vous assure on n'a pas d'avis là-dessus. Les choses n'ont pas l'air... C'est ce que je ne cesse de vous dire, donc c'est un chemin. Les choses, Clémentine Autain, ont visiblement changé depuis l'été dernier, puisque quand on interroge les Français sur les différents scénarios et les solutions qu'ils privilégient, la première qui arrive en tête, c'est le gouvernement technique, et celle qui rassemble le moins de Français à 23%, c'est un gouvernement exclusivement composé du NFP. Et j'en profite juste parce que Baptiste, un téléspectateur, a une question pour vous. Je vais quand même répondre là-dessus. Vous allez répondre dans un instant, mais juste j'aimerais interpeller Christophe Barbier sur cette question de Baptiste, qui vous demande, selon vous, est-ce que Lucie Castet a des chances d'être nommée Première ministre? Non, je dirais à Baptiste que non, cette fois-ci, elle n'a pas de chance d'être nommée Premier ministre, pour plusieurs raisons. D'abord, son moment, et ça a été un moment courageux de cette femme, c'était cet été, dans un équilibre où elle était un centre de gravité de ce NFP de l'été. Depuis, ça s'est disloqué au sein du NFP, tout le monde n'est plus autour de Lucie Castet, on a entendu d'autres voix s'élever. Ensuite, on voit bien qu'Emmanuel Macron tente une autre expérience. Elle ne sera pas le centre de gravité de cette expérience du gouvernement d'intérêt général. Entre-temps, elle a continué à travailler, mais elle n'a pas pu aller dans une élection partielle où elle aurait pu être élue députée. Donc il y a des crans qui ont manqué. En revanche, elle a ouvert un autre chantier avec Marine Tondelier ce week-end, en parlant d'une candidature unique de la gauche en 2027 à la présidentielle, pour laquelle ces deux femmes veulent œuvrer. Donc c'est un autre rôle, à mon avis, maintenant qui l'attend au sein de la gauche. Puis je dirais à Baptiste aussi, mais aussi en réponse à Clémentine Autain, que si Lucie Castet ne peut pas être Première ministre, à mon sens, c'est que le Front populaire n'a pas gagné les élections de juillet. C'est le Front républicain qui les a gagnés. Et par l'attribution presque aléatoire des circonscriptions, des retraits entre les deux tours, oui, en nombre de députés, le Front populaire s'est retrouvé avec plus de gagnants. Et d'ailleurs, au sein du NFP, la bonne surprise, elle a été surtout pour les socialistes, à qui on avait laissé des circonscriptions pas gagnables, mais le Front républicain les a rendus gagnables. Donc, dire le NFP, on a gagné, non. Ce qui a gagné, c'est le Front républicain, c'est-à-dire une coalition anti-RN, ça a très bien marché. Le RN aussi a aidé à se décrédibiliser, mais ce Front républicain anti-RN n'a pas réussi à devenir un Front républicain pro quelque chose, pro-union nationale, pro-intérêt général, pro-social-démocratie, je ne sais pas. C'était juste une alliance électorale. Donc la victoire du NFP, c'est un décompte arithmétique qui ne correspond pas à une France politique, d'autant que la France, elle est de plus en plus à droite. C'est pour ça que vous avez ce chiffre de 23% de gens qui veulent un gouvernement NFP. La France, du premier tour des législatives, elle fait un virage à droite massif. Le jeu du Front républicain permet d'éviter le RN, et c'est le Front républicain qui a gagné, mais qui est incapable d'exister politiquement. Comment vous expliquez ça, Clémentine Autain, que vous ayez perdu du terrain depuis l'été dernier? Si vous me permettez, un petit commentaire sur ce que vient de dire Barbier, c'est je suis d'accord que le Front républicain a gagné. Oui. Et ce qui est quand même incroyable, c'est d'avoir vu M. Barnier et en fait M. Macron passer leur temps, pendant des semaines, des mois, à quémander les suffrages de Marine Le Pen et à sans cesse vouloir donner des gages à l'extrême droite. Parce que le Front républicain s'est disloqué. Ben oui, vous étiez plus non. Alors vous êtes vraiment incroyable. Mais les LR, pardonnez-moi, je rigole, mais en vrai, c'est pas drôle. Les LR qui n'étaient pas Front républicain sont rentrés dans le socle commun, et le NFP, au moins les sociodémocrates du NFP, qui étaient dans le Front républicain, sont pas rentrés dedans. C'est bizarre quand même. Mais de quoi vous parlez?
Mais de quoi vous parlez? Les LR n'étaient pas dans le Front républicain. Ah ben d'ailleurs, ils ont passé leur temps à essayer de faire des concessions à l'extrême droite. Alors pourquoi ils gouvernent? Vous voulez l'AME, on vous donne l'AME. Vous voulez la suppression de l'aide médicale d'État pour... on vous la donne. Vous voulez quoi d'autre? La loi immigration, si vous aviez donné vie à ce Front républicain, au gouvernement, jusqu'au dernier soir, écologiste, communiste, socialiste, avec les macronistes. Monsieur Barnier, jusqu'au dernier soir, Monsieur Barnier à la télévision, il était là à essayer de convaincre l'extrême droite de le soutenir. Et vous me parlez Front républicain. Oui, parce qu'en juillet, vous auriez dû, vous, du Front républicain, dire on s'est entendu pour éviter le RN, faut qu'on s'entende pour gérer la France. Mais vous mélangez avec tout. Le MoDem, les Horizons, les macronistes, et faire une espèce de pot commun de ce que vous partagiez. Le Mercosur, vous auriez été d'accord. Sauver l'agriculture, vous auriez été d'accord. Oui. Sur une certaine forme de transition écologique, vous auriez été d'accord. Alors, voyez. Adieu le LR, adieu les RN, adieu LFI. Et on avait ce Front républicain qui n'était pas là pour changer le pays ad vitam aeternam, qui était là pour permettre à chacun de préparer le grand rendez-vous de la présidentielle de 2027, où chacun reprenait son homogénéité idéologique et proposait aux Français, à Baptiste et aux autres, un programme clair. Mais entre-temps, vous étiez obligé de faire une sorte de pot-au-feu qui permettait à la France d'attendre 2027. Alors, vous ne l'avez pas fait. Voyez-vous, Christophe Barbier, je pense que les Français, s'ils sont en détestation de plus en plus de la politique, c'est aussi lié au brouillage politique. Et en même temps. Donc le pot-au-feu, moi je suis pas très convaincue. Je pense que nous avons besoin aussi de clarté dans les projets politiques. Et cela n'empêche pas, si on laisse le Parlement faire son travail, d'avoir les majorités dont vous parlez. Comme on en a eu sur le Mercosur, comme on en a eu il y a 2 jours avec mon collègue Sébastien Pétavy, qui a réussi à avoir l'unanimité pour enfin rendre les fauteuils roulants gratuits pour les personnes en situation de handicap, et c'était un très grand moment. Comme nous en avons eu aussi pour enfin taxer les milliardaires. Bon, donc c'est possible, mais pas au prix, écoutez-moi bien, pas au prix d'un brouillage idéologique total où gouverneraient ensemble des gens qui n'ont pas la même cohérence. C'est la jurisprudence allemande de la grosse coalition qui a vu la droite gouverner avec les socialistes pendant des années et qui a fini par affaiblir effectivement ce socle et radicaliser. Donc de fait, là au Parlement et au gouvernement, ça a marché. Oui, mais non, là, regardez en fait le niveau d'affaiblissement des deux partis. Je suis assez d'accord avec Nora de ce point de vue. Il faut revenir à la question de Lionel qui disait est-ce qu'on peut pas faire un gouvernement hors parti. Ça n'a jamais marché. C'est un vieux fantasme, alors je vais reprendre l'expression de beaucoup de Français qui se disent pourquoi nous embrassons pas Folleville. Je ne sais pas si c'est un fantasme ou si c'est un rejet de la classe politique. Ça a marché en 1945 et en 58. Non, ça a même marché éventuellement au tournant du XXe siècle. Mais pourquoi ça marche pas? Et d'ailleurs, Macron en a fait l'illustration. À chaque fois qu'on gouverne au centre, ce sont les extrêmes qui reprennent le dessus. Et si vous prenez bien les 7 ans d'exercice du pouvoir de Macron, ça a marché la première année. Mais la première année, ça a marché sur une béquille seulement. La béquille droite, la jambe droite. Il a fait des réformes de droite qui sont des réformes économiques. Sinon, très vite, le naturel revient au galop. Et chaque, je dirais, sensibilité reprend le dessus. Et c'est pour ça que c'est un mirage de penser que ça peut marcher comme ça. Un gouvernement ne peut marcher que s'il est clair dans ses objectifs, qu'il soit de gauche ou qu'il soit de droite. Mais voici d'accord avec de mélanger. C'est ce moment de breaking news du plateau. Oui, mais alors d'accord. Alors vous êtes d'accord tous les deux, mais les Français qu'on a interrogés cet après-midi, ce soir plutôt après l'allocution d'Emmanuel Macron, n'ont pas forcément les mêmes opinions que vous. Écoutez. Chaque groupe politique a ses idées, mais arrivé à un moment donné, je pense qu'il faut arriver à se mettre d'accord. Chacun a leurs idées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais à un moment donné, voilà, la situation aujourd'hui, le budget il est bloqué. Qu'est-ce que ça va donner? On ne sait pas. Trop de tripartis ou en tout cas trop de partis qui fracturent la chose et puis trop d'intérêts certainement trop personnels dans cette histoire avec un manque d'intérêt pour le pays certain, quoi. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il n'y ait pas de gouvernement en fait. Voilà. C'est plus ça globalement. Alors il y a bien sûr le budget c'est important, il n'y a pas que ça.
Mieux un bon clivage gauche-droite et je vais vous donner un exemple. Non, mais... Comment vous avez coupé la chic à Nora? J'y arrive tout de suite, je rends la parole tout de suite. Regardez l'histoire de la réforme des retraites. C'est un marqueur. Comment vous voulez que les pro-réformes et les anti-réformes puissent s'entendre sur ce terrain-là? Oui, mais attendez, on peut quand même revenir. Non, mais parce que j'aimerais quand même qu'on écoute les Français. Enfin, il y a des sondages, on les écoute ce soir. Ils disent tous, non mais ils disent tous la même chose. Ils disent tous, on en a ras-le-bol de ces appareils politiques où chacun est dans son couloir. Et en fait, en vrai, il y a des espaces possibles. Si on prend ne serait-ce que du côté du centre et du NFP de manière large, si on se met d'accord sur on veut des écoles qui fonctionnent, on veut des hôpitaux qui fonctionnent, on veut des services publics qui fonctionnent. À un moment, je suis convaincue que 80% des parlementaires... Mais tout le monde est d'accord. Donc là-dessus, c'est en ça que... Mais pardon, je vais finir mon propos. Si on est en capacité de le faire au plus proche des gens, dans les mairies, dans les intercommunalités où les gens sont capables de se mettre d'accord sur des trucs qui sont sensiblement extrêmement politiques. Juste un exemple, on voit énormément de régies maintenant municipales de l'eau. Dans les intercommunalités, ils se sont rendus compte que ça coûtait tellement cher qu'ils ont décidé, droite et gauche y compris, des villes qui ne sont pas du tout d'accord. Oui, parce qu'à l'échelon local, les élus sont directement au contact des Français, aux problématiques des Français. C'est ça qui manque. C'est que ce qu'on est capable de faire à l'échelon local, on est capable de le faire à l'échelon national, sauf que c'est quoi le problème? C'est que dans les logiques partisanes, vous avez, et je vais terminer mon propos, Laurent Geoffrin, vous avez des problèmes d'ego, vous avez des problèmes de calendrier de parti, et vous avez derrière ce qu'on disait sur la grosse coalition, qui fait que, en fait, si on commence à faire ensemble, ça veut dire qu'on va être sanctionné en 2027 en disant, en fait, vous vous êtes fourvoyé. Parce que là aussi, il y a quelque chose de la part de nos concitoyens qu'il va falloir entendre, c'est que, clairement, le compromis n'est pas la compromission. Et on a très vite aussi chez nous cette manière de voir les choses. C'est un peu l'impression qu'on peut avoir, c'est que le compromis est un gros mot au sein des partis politiques. Mais c'est juste que le gouvernement que nous avons eu et la méthode Macron depuis 7 ans est une méthode qui brutalise le Parlement. Donc vous êtes sur la ligne des insoumis, vous dites il faut qu'Emmanuel Macron parte, et c'est ça le fond du problème. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que il faut changer de méthode. On ne trouvera pas de majorité. Laurent Geoffrin cherche désespérément une majorité. Il n'y en aura pas. Il n'y a pas de majorité absolue. En revanche, il y a la possibilité d'arrêter le 49.3 et de faire autrement. Et je remercie Nora Hamady de parler de la question des services publics qui est fondamentale, surtout aujourd'hui où vous avez eu les fonctionnaires dans la rue, nombreux en Seine-Saint-Denis, beaucoup d'enseignants, etc. Nous proposons en effet un plan de recrutement d'enseignants, la fin du choc des savoirs, un plan pour l'hôpital public. Mais pour faire ça, il faut de l'argent. Et si nous avons censuré le budget Barnier, je tiens à le dire à celles et ceux qui nous écoutent, c'est pas seulement parce qu'il prévoyait des déremboursements de médicaments, c'est aussi qu'il y avait 5 milliards d'euros en moins pour les collectivités locales, qu'il y avait 163 000 emplois en moins dans l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire tout ce qui permet précisément d'avoir du soin, du lien, de proximité. Et donc, à un moment donné, ces choses-là, elles sont extrêmement concrètes. Donc, comment faire gouvernement avec des gens qui pourraient nous dire, oui, des phrases, des blabla pour nous dire on veut des services publics, mais qui ne sont pas capables d'aller chercher les recettes. Mais dans votre méthode, Clémentine Autain, il ne figure pas le mot compromis. Je viens de le dire. Donc non, parce que si, je viens de le dire. Vous dites on va trouver des majorités. Donc vous posez la réforme des retraites. Donc vous dites qu'il y a une majorité pour voter notre réforme des retraites. Peu importe qui la vote. Mais vous ne cherchez pas à améliorer les projets tels qu'ils sont présentés. Vous ne cherchez pas à trouver un compromis. Vous ne cédez rien sur votre... Je suis en train de vous dire, sur l'abrogation de la réforme des retraites, j'ai un vrai désaccord avec tout ce plateau. Et je trouve ça même sidérant. C'est-à-dire que vous êtes en train de nous expliquer que la réforme des retraites, je la défends, elle est majoritaire dans le pays de manière écrasante. Il y a eu un mouvement social immense. Le seul problème, Clémentine Autain, c'est que vous ne la financez pas, votre réforme des retraites. J'ai lu votre proposition de loi, figurez-vous. Alors attendez, on va pas repartir. On va pas repartir. L'augmentation du prix des cigarettes, notamment, ce qui, à mon avis, est un peu... Excusez-moi, on va pas repartir sur la réforme des retraites. On en a déjà parlé tout à l'heure. Non mais attendez, excusez-moi, on en a déjà parlé tout à l'heure. On va pas repartir sur la réforme des retraites. On va essayer d'avancer un petit peu. Je vais devoir vous libérer. Merci beaucoup, Clémentine Autain. En un mot, pour